Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier la DRAC Centre Val-de-Loire pour cette invitation et tout particulièrement Sylvie Marchand. Et je suis très honorée d'ouvrir ces Jeudis du patrimoine 2021 qui sont consacrés pour toute cette année 2021 au jardin. Je suis donc Marie-Hélène Bentière, je travaille au ministère de la Culture en administration centrale où je m'occupe de la conservation des jardins historiques et aussi de leur valorisation. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a beaucoup de parcs et jardins en France qui sont repérés pour leur intérêt historique, botanique ou paysager. Et le ministère de la Culture, et notamment la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, là où je travaille, applique une politique en faveur de ces jardins. Cette politique est appliquée par la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Et elle est relayée en région par les directions régionales des affaires culturelles et notamment par des correspondants jardins. En administration centrale, nos missions couvrent beaucoup de secteurs, notamment la connaissance qu'on a héritée des préinventaires de jardins, qui sont relayés sur les bases documentaires comme la base POP et la base Mérimée. On s'occupe aussi des archives des parcs et jardins. On a mis en ligne un portail Histoire des arts. Il existe aussi un atlas des patrimoines sur lesquels les jardins ont une importance assez importante. On s'occupe évidemment de la protection au titre des monuments historiques, mais également de la restauration de ces jardins qui sont protégés au titre des monuments historiques, notamment par l'intermédiaire de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, de la 7e section qui est consacrée aux parcs et jardins. Le ministère s'occupe aussi des plans de gestion des jardins et des parcs. Nous avons des actions de formation, également des actions de valorisation et de sensibilisation, comme le label Jardin remarquable, les rendez-vous au jardin ou l'opération Adopter un jardin. On a aussi travaillé depuis 2016, je crois, avec nos collègues européens et je vous parlerai du réseau qu'on a mis en place qui s'appelle Erin au jardin. Et on met aussi à votre disposition de la documentation. Et je vais détailler un petit peu toutes ces actions. Alors la connaissance, elle passe d'abord par les préinventaires de jardins qui ont commencé dans les années 1980. C'était une opération mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie. Ça a commencé par les jardins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ça s'est étendu aux autres régions par la suite dans les années qui ont suivi. Et on peut dire que les préinventaires de jardins ont été mis en place pendant quasiment une vingtaine d'années. Ces préinventaires de jardins ont été initiés dans les années 1980 par le ministère de l'Équipement et le ministère de la Culture est entré en scène en 1984 puisque le ministère de la Culture avait une expérience solide en matière d'inventaire, puisque le service de l'inventaire général est un service du ministère de la Culture, mis en place en 1964 par André Malraux. Et donc, le ministère de la Culture a été associé à l'opération des préinventaires de jardins, notamment pour les questions de méthodologie. Cette démarche de préinventaire permet aujourd'hui de consulter plus de 4700 fiches sur les parcs et jardins qui ont été recensés. Ces fiches ont été indexées et sont disponibles dans une plateforme qui s'appelle POP, plateforme ouverte du patrimoine, et qui abrite aujourd'hui la base documentaire Mérimée. Et à ces 4700 fiches de préinventaire, viennent s'ajouter des notices qui ont été réalisées par les services régionaux des monuments historiques et également nos collègues de l'inventaire. La connaissance, c'est aussi les archives des parcs et jardins. En 2011, sur une proposition du Conseil national des parcs et jardins, le service des archives de France a lancé une enquête sur les archives des parcs et jardins qui vise à dresser un état des lieux des fonds d'archives susceptibles de concerner des parcs et jardins, c'est-à-dire concerne les parcs, les jardins, les jardiniers, les horticulteurs, les pépiniéristes,
les jardins ouvriers, les jardins familiaux, les jardins d'entreprise, tous les jardins, mais pas les espaces publics ou ce qu'on pourrait appeler, du grand paysage. Donc cette enquête, visait à dresser un état des lieux des fonds d'archives, susceptibles de faire connaître ces parcs et jardins, et puis il fallait aussi déterminer les fonds, qui pourraient être menacés afin de les protéger. Alors cette enquête est bien sûr aujourd'hui, terminée, et elle a fait l'objet d'un guide des sources que vous pouvez consulter puisqu'il est mis en ligne sur le site internet des Archives de France et sur le portail européen des archives. Vous voyez sur cette diapositive l'adresse de ce portail européen des archives. La connaissance passe aussi, par la connaissance, pour les plus jeunes, et là, il s'agit du portail Histoire des Arts. Histoire des Arts est un portail, conçu par, le ministère de la Culture, déterminer les fonds, qui pourraient être menacés afin de les protéger. Alors cette enquête est bien sûr aujourd'hui, terminée, et elle a fait l'objet d'un guide des sources que vous pouvez consulter puisqu'il est mis en ligne sur le site internet des Archives de France et sur le portail européen des archives. Vous voyez sur cette diapositive l'adresse de ce portail, européen des archives. La connaissance passe aussi, par la connaissance, pour les plus jeunes, et là, il s'agit du portail Histoire des Arts. Histoire des Arts est, un portail, conçu par, le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour, les enseignants et les élèves. C'est un site qui aborde tous les domaines artistiques et culturels et qui, met en ligne des présentations pour qui montrent des œuvres ou des groupes d'œuvres. Le site, a été, mis en place pour l'enseignement de l'histoire des arts et aborde tous les grands domaines, artistiques, les périodes historiques et thématiques. Et évidemment, donc la peinture, la sculpture, l'architecture, la danse, mais également les jardins. Là aussi, je vous ai mis l'adresse, internet de ce site. Alors, Histoire des arts, comme je vous l'ai dit, s'adresse aux enseignants et aux élèves. Et pour les jardins, j'ai proposé des repères chronologiques pour l'art des jardins depuis l'Antiquité, donc depuis les jardins suspendus de Babylone jusqu'au XXIe siècle. Les contenus sont extrêmement synthétiques, comme vous le voyez sur cette diapositive. Déterminer les fonds qui pourraient être menacés afin de les protéger. Alors cette enquête est bien sûr aujourd'hui terminée, et elle a fait l'objet d'un guide des sources que vous pouvez consulter puisqu'il est mis en ligne sur le site internet des Archives de France et sur le portail européen des archives. Vous voyez sur cette diapositive l'adresse de ce portail européen des archives. Revenir en arrière puisque je suis allée un petit peu trop vite. La connaissance passe aussi, par la connaissance pour les plus jeunes, et là, il s'agit du portail Histoire des Arts. Histoire des Arts est un portail, conçu par, le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour, les enseignants et les élèves. C'est un site qui aborde tous les domaines artistiques et culturels et qui met en ligne des présentations pour qui montrent des œuvres ou des groupes d'œuvres. Le site a été, mis en place pour l'enseignement de l'histoire des arts et aborde tous les grands domaines, artistiques, les périodes historiques et thématiques. Et évidemment, donc la peinture, la sculpture, l'architecture, la danse, mais également les jardins. Là aussi, je vous ai mis l'adresse, internet de ce site. Alors, Histoire des arts, comme je vous l'ai dit, s'adresse aux enseignants et aux élèves. Et pour les jardins, j'ai proposé des repères chronologiques pour l'art des jardins depuis l'Antiquité, donc depuis les jardins suspendus de Babylone jusqu'au XXIe siècle.
Les contenus sont extrêmement synthétiques, comme vous le voyez sur cette diapositive, mais ils renvoient vers des sites spécialisés qui permettent d'approfondir la question et les connaissances. Ce portail est vraiment une sorte de composé comme un ricochet. Vous vous posez une question et vous pouvez aller trouver des réponses grâce aux liens Internet qui sont signalés dans le texte. Une de nos grandes actions en administration centrale, c'est la protection au titre des monuments historiques, puisque depuis, on va dire, une trentaine d'années maintenant, on a énormément protégé de jardins au titre des monuments historiques, et c'est un des effets induits des préinventaires de jardins, puisqu'on a pu découvrir un certain nombre de jardins qui étaient intéressants, qui avaient un intérêt historique, patrimonial, mais aussi artistique, mais aussi paysager. Mes collègues dans les régions ont protégé ces jardins. Et je peux vous dire que fin 2019, puisque j'ai pas encore mis à jour la liste des jardins protégés en 2020, mais donc il y a un petit peu plus d'un an, il y avait 2463 jardins protégés au titre des monuments historiques, donc 623 jardins classés, c'est-à-dire le plus fort taux de protection, et 1850 jardins inscrits. Alors cette liste que je mets à jour chaque année se consulte sur le site internet du ministère de la Culture, et là encore, vous trouvez en fond de page l'adresse de ce site. Comme je vous l'ai dit, vous voyez les jardins protégés au titre des monuments historiques, la courbe, c'est-à-dire qu'on part de un jardin protégé en 1840 à plus de 2400 aujourd'hui, avec une très forte accélération à partir des années 1980. Et c'est donc le fruit des résultats de ces préinventaires de jardins. Après avoir protégé, il faut conserver, et quelquefois pour conserver, il faut restaurer. Donc les jardins protégés au titre des monuments historiques sont régulièrement restaurés, et avant d'engager un travail de restauration, on se pose toujours la question de l'adéquation avec la Charte de Florence. La Charte de Florence qui a été élaborée par l'ICOMOS en 1982 et qui précise bien en préambule que le jardin historique est un monument vivant. Là, on ne travaille plus sur du patrimoine bâti, mais sur du patrimoine vivant. Et cette charte de Florence préconise de s'attacher à laisser subsister toutes les marques de son histoire. C'est-à-dire qu'on devrait, quand on pense à une restauration, essayer de prendre en compte toutes les périodes du jardin. Le projet de restauration qui va d'abord se nourrir des recherches menées sur les états antérieurs du jardin. Donc ça peut passer par des documents d'archives, comme vous voyez ce très beau plan de Bagatelle en bas à gauche, par des cartes, des plans, comme ces cartes de la région parisienne, par des projets, par des devis, par des relevés sur le terrain, par la consultation des cadastres anciens, des cadastres modernes, évidemment par des documents graphiques, des dessins, des aquarelles, des plans, aussi par les titres de propriété, des documents aussi des entreprises de paysage qui peuvent être très utiles, et aussi par des photographies aériennes, et aussi des photographies anciennes qui montrent un état du jardin. Il existe différents types de restauration, c'est-à-dire la restitution. Pour illustrer cette question de restitution, je vous ai mis là 3 images différentes du même endroit. Il s'agit du Bosquet des Trois Fontaines à Versailles. Donc le Bosquet des Trois Fontaines à son inauguration au XVIIe siècle sur une gravure. Et puis les travaux, un petit peu après les années, dans les années 2005, vous voyez les travaux de restauration qui étaient quand même titanesques, puisque tout a été refait et restitué à l'identique. Et là, vous voyez le bosquet des Trois Fontaines terminé au moment, quelque temps après son inauguration, avec quelques visiteurs et les fontaines en plein état de fonctionnement. Donc ça, c'est la restitution.
La restauration sera plus généralement moins drastique et prendra davantage en compte tous les états historiques du jardin. Et on peut aussi, dans un jardin historique, faire œuvre de création. Par exemple, ce qu'a fait Louis Bénèche en proposant une création pour le bosquet du Théâtre d'Eau à Versailles. Création artistique, des années, 2000 après les années 2010, création qu'il a faite avec, l'artiste Jean-Michel Othoniel, dont vous reconnaissez ici les boules dorées. Mais quel que soit le type de projet de restauration, que ce soit une restitution ou une création, si le jardin est classé au titre de monument historique, le projet de restauration doit être et les travaux doivent être soumis à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la 7e section qui est consacrée au parc et jardin, qui se réunit en assemblée plénière pour évaluer les projets de restauration, mais aussi les projets de travaux sur les jardins historiques. Le ministère de la Culture est un ministère où les métiers ont quand même encore une grande importance et les jardiniers ont un corps constitué, ce sont les jardiniers d'art, puisque le ministère compte parmi les plus grands gestionnaires de jardins historiques en France. Alors, ces jardins historiques sont principalement les anciens domaines de la couronne qui sont devenus les domaines nationaux. Je pense à Versailles, à Saint-Cloud, à Saint-Germain-en-Laye, à Pau, à Compiègne. Et ce sont les principaux grands domaines historiques gérés par le ministère de la Culture. Et donc, ces domaines nationaux ont la particularité d'être entretenus par un corps très ancien de jardiniers qui sont les jardiniers d'art, qui sont des jardiniers du patrimoine. Être jardinier d'art au ministère de la Culture implique qu'on va entretenir et valoriser des savoir-faire spécifiques. Et on va essayer également de transmettre la mémoire des gestes et du lieu et la communiquer aux amateurs de jardin, mais aussi à ses collègues. C'est là que la transmission des savoirs trouve toute son importance dans nos métiers d'art. Ces jardiniers du ministère de la Culture sont recrutés selon 3 grades différents. Le chef de travaux d'art, qui est le chef, le technicien d'art et l'adjoint technique, qui est le jardinier qui opère toutes les opérations sur le terrain. En 2020, il y a près de 200 jardiniers d'art dans nos domaines nationaux. Un concours devrait être organisé cette année 2021 ou l'année prochaine, fin 2021 ou l'année prochaine, pour recenser de nouveaux jardiniers d'art, puisque ce corps est un petit peu vieillissant, nos collègues partant à la retraite, une retraite bien méritée. Quand on a protégé, qu'on a conservé, qu'il n'est pas encore temps de restaurer ou qu'on s'est engagé dans une autre politique, il y a l'entretien, parce que la restauration d'un jardin implique des très gros projets, des gros dossiers, d'importants capitaux. Donc on peut aussi réfléchir d'une façon différente à la conservation des jardins et justement à une conservation dynamique. Et cette conservation dynamique, c'est l'entretien. Et l'entretien passe souvent par le plan de gestion. Et le plan de gestion, qui est un document de gestion qui est établi pour une quinzaine d'années, qui permet aux gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés, de pouvoir étaler les interventions qu'il doit réaliser dans son parc ou dans son jardin. Ça lui permet de les étaler dans le temps et ainsi d'être moins coûteux, parce que plus prévu, et moins traumatisant, puisqu'on revient moins, on ne va pas tout casser pour restaurer. Donc le plan de gestion, je pense que mon collègue Jean-Michel Sinsart vous en a déjà parlé l'an dernier, donc je ne vais pas du tout m'étendre sur ce sujet qui est plutôt le sien. Alors, on s'occupe aussi de formation au ministère de la Culture, puisque les travaux sur nos jardins patrimoniaux nécessitent des savoir-faire particuliers. Et pour cela, on a recours à des professionnels pour la restauration, mais aussi pour la conservation et l'entretien quotidien.
Donc la formation, comme vous avez vu sur la diapo précédente à Versailles, c'est autant des formations in situ que des formations qui peuvent être destinées aux correspondants jardin. Sur cette image, vous voyez un stage des correspondants jardin qui avait lieu en Aquitaine et c'était une visite de la restauration du parc d'Arnaga à Cambo-les-Bains et nous visitions cette restauration avec la paysagiste qui l'avait réalisée. Comme je vous le disais, il y a des stages qui sont destinés aux jardiniers, des stages, comme vous le voyez ici, qui sont destinés aux correspondants jardins, mais ça peut être aussi pour les recenseurs des monuments historiques, les architectes et les techniciens des bâtiments de France, pour les propriétaires, puisqu'on a régulièrement organisé des stages de formation sur les plans de gestion pour les propriétaires privés. Et donc, toutes ces formations sont proposées par le ministère de la Culture, en plus d'une journée technique qui est proposée et ouverte à tous. Et cette journée technique est organisée chaque année au mois de février pour préparer les rendez-vous au jardin. Les rendez-vous au jardin sont chaque année présentés en juin, proposés au mois de juin, mais une journée d'études est proposée pour que les acteurs puissent se préparer à la thématique qui change chaque année. Une journée d'études est proposée et puis des actes sont mis en ligne environ un mois et demi après que cette journée d'études ait eu lieu. Je vais revenir à la précédente image. Cette année, la journée d'études aura lieu en février, dans un petit mois, et sur la thématique de la transmission des savoirs, puisque c'est la thématique qui est reconduite pour les rendez-vous au jardin 2021. On forme et on valorise aussi nos parcs et jardins. Et pour les valoriser, le label Jardin remarquable a été mis en place en 2004 pour les parcs et jardins qui sont ouverts au public et qui présentent un intérêt historique, esthétique, paysager ou botanique. C'était sur une proposition du Conseil national des parcs et jardins et principalement des associations de propriétaires privés que ce label a été proposé au ministre de la Culture, à l'époque Jean-Jacques Aillagon, et mis en place depuis 2004. En décembre 2020, 451 jardins étaient labellisés, ce qui témoigne de l'effervescence qui existe toujours autour de ce label Jardin remarquable. Ces jardins sont tous des jardins de grande qualité, d'une très grande diversité et tous doivent accueillir les visiteurs puisque le label est réservé aux jardins qui sont ouverts au public dans certaines conditions d'ouverture au public. Et ce label est accordé pour une durée de 5 ans qui est renouvelable. Dans votre région, 31 jardins sont labellisés Jardins remarquables. Et là, je vous ai mis trois images différentes pour que vous puissiez juger de la très, très grande diversité des jardins qui sont labellisés Jardins remarquables. Là aussi, vous pouvez accéder au site thématique Label Jardin remarquable qui est sur le site du ministère de la Culture, dont vous avez l'adresse et sur lequel vous trouverez une carte des jardins qui ont été labellisés. C'est une carte interactive que vous pouvez interroger par nom de jardin, nom de commune ou simplement en allant dans la carte, en regardant dans votre région et en cliquant sur les jardins qui sont représentés et que l'on voit. Donc le label Jardin remarquable, comme je vous disais, ces jardins qui sont labellisés sont vraiment très très différents les uns des autres. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les 2/3 des jardins labellisés sont des jardins privés, c'est un petit peu plus des 2/3. 35% des jardins labellisés sont protégés au titre des monuments historiques, dont 11% sont inscrits au titre des monuments historiques et 19% sont classés. Et 11% des jardins labellisés sont protégés en tant que site classé ou site inscrit. Ce qui est très intéressant par rapport aux jardins historiques protégés au titre des monuments historiques, c'est qu'un grand nombre de jardins labellisés sont des jardins contemporains, puisque la plupart ont été réalisés au XXe siècle, voire au XXIe siècle.
6,5% datent des années 1980. 38% des jardins labellisés ont été créés entre 1990 et 2000 et 18% sont réalisés après l'an 2000. Ce qui montre l'intérêt des propriétaires de jardins contemporains pour ce label Jardin remarquable qui ne protège pas comme la protection au titre des monuments historiques, mais qui valorise grandement les jardins et notamment les jardins contemporains. Le label Jardin remarquable existe en France depuis 2004. Il existe maintenant aussi à l'étranger, puisque la Belgique wallonne a demandé au ministère de la Culture de pouvoir utiliser les critères et la charte graphique du label pour chez eux labelliser des jardins qu'ils pensent mériter ce label. Cet intérêt de nos collègues belges, wallons, vient d'un projet qu'on a réalisé en 2017 dans le cadre d'un projet Erasmus+. Donc Erasmus+, c'est l'Europe, c'est comme Erasmus pour les étudiants, sauf que là, c'est à destination des travailleurs, des professionnels qui travaillent dans un certain domaine. Et nous, le ministère de la Culture et l'association des parcs et jardins de la région Centre-Val de Loire a déposé une demande de projet Erasmus+, qui s'appelait « Échange de savoir et de savoir-faire dans les jardins historiques en Europe ». Et ce projet Erasmus+, dont je vais vous parler sur les diapos qui suivent, a permis à nos collègues belges de se rendre compte de l'intérêt du label Jardin remarquable pour les jardins tant publics que privés. Je reviendrai sur Erasmus+, quand on parlera de l'Europe. Donc, la valorisation, c'est aussi évidemment les rendez-vous au jardin. Donc, rendez-vous au jardin, qui est une opération que vous connaissez tous, puisqu'elle existe depuis 2003. Elle aussi mise en place par le Conseil national des parcs et jardins. Depuis 2003, chaque premier week-end du mois de juin, et ces dernières années, on peut dire que plus de 2000 parcs et jardins ont ouvert leur parc, ont ouvert leur grille aux visiteurs, et chaque parc, chaque jardin propose des animations très très diverses sur le thème de l'année. Et donc ça peut être un concert, des visites commentées, une exposition, une pièce de théâtre. Enfin, les animations sont très diverses et toujours très intéressantes. C'est un plus pour la visite des jardins. L'objectif premier des rendez-vous au jardin, c'est de faire découvrir au plus grand nombre les jardins, patrimoine de notre pays. Et ces rendez-vous au jardin se déclinent sur 3 jours, le week-end et la veille du week-end, le vendredi. La journée du vendredi est plutôt ciblée pour le public scolaire. C'est une journée un petit peu plus spécifique et ouverte au public scolaire. Juste pour rappel, les thèmes qui ont été abordés depuis que les rendez-vous au jardin existent. Vous voyez, c'était extrêmement varié. Chaque fois, je vous ai mis des affiches aussi qui doivent vous rappeler ce qui s'est passé en 2013, par exemple, le jardin et ses créateurs. On avait choisi ce thème-là, puisque 2013, c'était aussi la commémoration du 4e centenaire de la naissance d'André Le Nôtre. André Le Nôtre, grand créateur de jardins en France. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais pour ces rendez-vous au jardin, on organise chaque année une journée technique qui est à destination de tous les acteurs qui organisent les rendez-vous au jardin dans leur jardin. Donc, c'est pour qu'ils puissent avoir quelques billes sur la thématique qui est proposée chaque année. Cette journée d'études a lieu à Paris et les actes sont consultables sur notre site internet, sur le site internet du ministère de la Culture, puisqu'ils sont mis en ligne. En 2018, avec les collègues des affaires européennes et internationales, on a décidé d'ouvrir, on a proposé à nos collègues européens de participer à nos rendez-vous au jardin. Et donc, depuis la première fois, en 2018, les pays européens
européens ont participé à nos rendez-vous au jardin. D'abord 16 pays, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse. Et ça a permis de pouvoir visiter plus de 2700 parcs et jardins qui étaient ouverts pour cette occasion. Plus de 2 millions de visiteurs, évidemment. En Europe aussi, des activités pour les scolaires le vendredi, le premier jour de ces rendez-vous au jardin. Ce qui a été décidé avec nos collègues européens qui participaient, c'est que contrairement aux Journées européennes du patrimoine, les rendez-vous au jardin ont lieu partout en Europe aux mêmes dates, c'est-à-dire le premier week-end de juin, que vous soyez en Croatie, en Italie ou en Allemagne. C'est toujours le premier week-end de juin qu'ont lieu ces rendez-vous au jardin. Le même visuel, c'est-à-dire la même affiche, est utilisée partout en Europe et le même thème est retenu pour tous les pays qui participent. Pour cette première année d'ouverture des jardins en Europe dans le cadre des rendez-vous au jardin, 2706 jardins ouverts durant le week-end, 547 jardins ouverts tout à fait exceptionnellement et il y a eu 3961 manifestations de grande qualité qui ont été organisées par tous nos partenaires européens. Là, vous voyez l'affiche qui avait été choisie pour 2018, qui est déclinée dans différentes langues européennes. Et cette première année des rendez-vous européens au jardin, avec la même affiche, aux mêmes dates et sur le même thème qui avait été choisi pour cette année était l'Europe des jardins. C'est un thème qui a eu un très grand succès et qui nous avait permis de préparer une très belle journée d'études dont vous pouvez voir les actes en ligne. La deuxième année, on a eu d'autres partenaires. Je ne vais pas vous faire la litanie de tous les chiffres d'ouverture des jardins, mais là encore, cette année-là, le thème, c'était l'enfant au jardin, thème repris par nos amis européens et vous voyez les affiches sur le thème de l'enfant au jardin reprises dans différentes langues. Alors en 2021, le thème retenu est la transmission des savoirs. C'est le même thème que 2020, puisque les rendez-vous au jardin qui devaient avoir lieu entre le 5 et le 7 juin 2020 ont dû être reportés en raison de la crise liée à la Covid-19. Ces rendez-vous ont été annulés en 2020 et reportés en 2021 et nous avons choisi de maintenir le même thème, la même thématique, puisque les différents acteurs, qu'ils soient propriétaires, gestionnaires, conférenciers, avaient déjà travaillé sur ces questions de transmission des savoirs. Donc le thème est reconduit en 2021, mais comme ce thème est extrêmement riche, on a aussi décidé de refaire une journée d'études et d'aborder cette thématique de la transmission des savoirs de manière différente. Donc notre journée d'études sur la transmission des savoirs aura lieu le 10 février 2021 et elle sera évidemment sans public, mais retransmise en direct et vous pourrez aussi la revoir en replay, en différé sur le site du ministère de la Culture. Même si cette journée d'études est sans public cette année, il faut s'inscrire. On a déjà un petit peu parlé de l'Europe, d'Erasmus, des rendez-vous au jardin, mais je voulais revenir sur une action qui me tient particulièrement à cœur, puisque en 2015, le ministère de la Culture a proposé au Conseil de l'Europe, au réseau patrimonial du Conseil de l'Europe, une enquête participative, comme le Conseil de l'Europe en diffuse régulièrement, sur les parcs et jardins.
Cette enquête portait est-ce qu'il y a des protections pour les parcs et les jardins dans vos pays? Est-ce que des inventaires ont été valorisés? Comment vous valorisez vos jardins? Est-ce qu'il existe des opérations type rendez-vous au jardin? Enfin, c'est ce type de questions qu'on a posées au réseau et on peut dire que cette enquête a eu un beau succès puisque 22 pays européens y ont répondu, ce qui est assez rare. Et ça nous a permis de réunir les pays qui ont répondu et qui souhaitaient vivement constituer un réseau des administrations en charge de la politique des jardins en Europe. Et c'est ainsi qu'est né le réseau IRIN au jardin. IRIN qui est un acronyme pour le réseau européen, un acronyme anglais pour le réseau européen du patrimoine. Notre réseau IRIN au jardin a été mis en place pour constituer, comme je vous l'ai dit, un réseau d'administration en charge de la politique des jardins en Europe. Actuellement, 16 pays y participent pour promouvoir l'échange Erasmus+. Cet échange qui a eu lieu en 2017-2018 dans 4 pays d'Europe. Échange de savoir et de savoir-faire dans les jardins historiques en Europe. Ce Irino Jardin a permis de concevoir un thésaurus multilingue, 16 langues européennes pour décrire les jardins. Ça a permis aussi d'organiser les premiers rendez-vous au jardin européen en 2018 et qui se perpétuent depuis 2018. Et puis aussi de sensibiliser les différents publics à ces questions de conservation et de gestion des jardins. Donc là encore, je vous ai mis l'adresse du système IRIN que vous pouvez consulter. Il y a un site internet qu'il est très intéressant de consulter puisque vous pouvez y trouver beaucoup d'informations pays par pays, les politiques en faveur des jardins, sur la législation, sur la façon dont ils les protègent, sur les inventaires. Vous pouvez aussi y trouver un diaporama de jardins européens. Et puis, on met toujours à jour un calendrier des principaux événements qui ont lieu en Europe. Outre les rendez-vous au jardin, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu en Europe. Donc, ce projet Erasmus+, qui a été entièrement financé par la Commission européenne et porté par nos amis de l'Association des parcs et jardins de Centre-Val de Loire, a réuni 4 pays, la France évidemment, la Belgique, l'Espagne et la Hongrie. Et là, vous voyez le petit groupe des Français en haut avec nos amis belges à Freyres-sur-Meuse et en bas avec nos amis hongrois. Et je vous passerai le nom du jardin, c'était dans un arboretum dont je ne saurais pas dire le nom tellement il y a de consonnes. Cet échange Erasmus+ nous a permis d'échanger, de partager des compétences, des connaissances, de se rencontrer, d'échanger, d'échanger sur nos savoir-faire, sur nos formations, sur les transmissions, sur les compétences techniques, sur la gestion des parcs et jardins, sur comment on accueille le public. Dans chaque pays, les visions sont complètement différentes et les pratiques différentes. Et donc, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans ces échanges qui ont été franchement très fructueux et très intéressants. Les premiers résultats, donc, ça a été des échanges, notamment sur les questions de maladies des buis, sur la pyrale et le Cylindrocladium buccicola. Comme je vous l'ai dit, sur la mise en place du label Jardin remarquable en Wallonie. Aujourd'hui, l'Allemagne est aussi intéressée, donc on va pouvoir échanger aussi avec nos amis allemands sur ces questions-là. Et puis, ça a permis de mettre en place des rendez-vous européens au jardin auxquels aujourd'hui participent 22 pays d'Europe.
Ce thésaurus multilingue aussi a été mis en place suite à nos échanges Erasmus+. Et donc, vous pouvez savoir comment on dit aller, par exemple, dans 16 langues européennes. Donc, c'est un thésaurus dans 16 langues et sur une centaine de mots pour décrire les jardins. Et ce glossaire est en ligne sur le site de Irine au Jardin. La valorisation des parcs et jardins passe aussi par un MOOC qu'on a mis en ligne en 2017. Il reçoit de nouveaux épisodes chaque année. L'objectif de ce cours en ligne, c'est un cours vraiment grand public. C'était de montrer que les parcs et jardins sont un patrimoine vivant qu'il faut entretenir et conserver. Et donc, le titre de ce MOOC, c'est Les jardins, un patrimoine à conserver et à valoriser. Et vous pouvez voir les différentes interventions en ligne sur le site de e-patrimoine, sur le site du ministère de la Culture. La quinzaine d'intervenants qui présentent tous une présentation qui dure entre 20 et 35 minutes, reviennent tous sur des démarches sur des problématiques de conservation, de valorisation, de restauration, ou sur les différents enjeux qui concernent nos jardins actuellement, comme les questions d'insertion ou les questions de réhabilitation d'espaces délaissés en parc ou en jardin contemporain. Puis il est aussi question de patrimoine végétal, évidemment, du voyage des plantes, et puis des collections botaniques. Il y a un focus sur l'herbier national. Voilà, toutes les interventions, je ne vais pas les détailler, mais vous pouvez retrouver toutes ces personnes, toutes ces interventions sur le site de notre e-patrimoine. Les deux prochaines qui seront mises en ligne concernent les inventaires de jardins et mon collègue Jean-Michel Sinsart fera une présentation aussi de la persistance des tracés dans le paysage qui nous permettent d'identifier et de retrouver des jardins. Les différentes actions du ministère de la Culture passent aussi par la sensibilisation et la sensibilisation pour les plus jeunes. Et je vous parlerai très rapidement de l'opération Adopter un jardin qui a été lancée en 1996 en partenariat avec le ministère chargé de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture et celui de l'Écologie, qui consiste à faire adopter un jardin à une classe. Donc, les enfants de la classe vont pendant toute l'année scolaire dans le même jardin et ils rencontrent différents interlocuteurs. Donc, ça peut être les jardiniers, le propriétaire, mais ça peut aussi être un historien, un photographe, une danseuse. Enfin, ça peut être une ouverture sur différents arts et sur les différentes façons d'aborder un jardin. Cette opération Adopter un jardin est assez ancienne, existe toujours, mais elle a quand même beaucoup plus de succès auprès du public scolaire de primaire que du public des collèges où les adolescents ont d'autres préoccupations. Notre site met aussi à disposition de la documentation, comme la liste des correspondants jardins dans les DRAC, les bibliothèques spécialisées, la liste des jardins de l'agence Édouard André, la liste des écoles de paysage en France, différents actes de colloques et de séminaires, notamment celui de Barbiret-sur-Ouche sur les projets dans les jardins historiques. Une très importante bibliographie de l'art des jardins. Vous pouvez y trouver la charte de Florence, de la documentation sur les jardiniers d'art, des fiches pratiques sur les toitures et les murs végétaux, et une étude sur le comportement des arbres qui sont conduits en forme à archutée
architecturées quand on les laisse, libres, qu'on abandonne, la taille. Il y a aussi des fiches pratiques, une fiche qu'on avait composée, après l'importante tempête de 1999, donc composée avec la tempête dans un parc remarquable et gérer, un jardin remarquable. Les dernières actions, que l'on mène en administration centrale, ce sont les commémorations nationales, puisque c'est nos collègues, des archives nationales qui ont, la lourde tâche, de commémorer, nos grands hommes. Et donc en 2011, on a travaillé avec les archives nationales pour le centenaire de la mort d'Édouard André. En 2013, sur le 4e centenaire de la naissance d'André Le Nôtre. En 2017 sur la naissance de Alphand, en 2019 sur le centenaire, 4e centenaire de la mort, d'Olivier de Serres, et cela veut dire qu'on fait inscrire au catalogue, des commémorations nationales, la personne, qu'on veut commémorer, et puis après, eh bien, on essaie d'organiser, des colloques, des journées d'études et de mettre, du matériel, scientifique et documentaire à disposition. Pour terminer avec ce très long exposé de nos actions, simplement, quelques adresses. Le site, internet du ministère de la Culture, POP, la plateforme ouverte, du patrimoine, le site, dédié au label Jardin remarquable, notre site européen Irino Jardin et le site, e-patrimoine pour le MOOC, Les Jardins, un patrimoine à conserver et à valoriser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout j'espère que vous pourrez visiter beaucoup de jardins où on peut prendre l'air et prendre du bon temps, pas seulement de l'histoire et du patrimoine. Merci pour votre attention. Au revoir.